quand ce sera à vous de parler, caméra et micro activés, effectivement. Donc, on va lancer tout de suite cette nouvelle édition des webinaires. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette nouvelle édition des webinaires. Pour ceux qui n'ont pas été présents à ces premières éditions, l'idée des webinaires, c'est de vous proposer des formats courts. Bon, alors on va quand même passer une bonne heure et demie ensemble, mais bon, des formats quand même plutôt courts qui vous permettent de découvrir les projets de recherche qui sont menés dans le monde de la pêche et de l'halieutique. Tous ces projets qui vont vous être présentés sont menés dans le cadre d'un partenariat scientifique pêcheur qui est réellement l'ADN des projets soutenus par FFP. Et pour rapide rappel, ce soutien aux projets de recherche est un axe stratégique important de l'association que de soutenir ces projets qui ont pour but de travailler aussi bien à la connaissance des ressources, à leur évaluation, à l'amélioration des pratiques de pêche, en passant par des projets beaucoup plus long terme sur l'évaluation des changements de nos écosystèmes du fait du dérèglement climatique, par exemple, ou encore des projets beaucoup plus filières avec des projets en lien avec le parasitisme des produits de la mer. À ce jour, FFP a soutenu en tant que financeur ou cofinanceur plus de 200 projets depuis 2012, et tous ces projets qui mettent effectivement en œuvre ce partenariat scientifique pêcheur. Lors des précédentes éditions, on a eu l'occasion d'aborder des projets qui traitaient de l'innovation autour du chalut, du partenariat scientifique pêcheur à travers la pêche au casier et un éclairage encore de ce partenariat sur la pêche des petits pélagiques. Tous ces webinaires sont bien évidemment disponibles à la rediffusion et pour les curieux, c'est sur notre site FFP dans la rubrique Actualité. Pour cette nouvelle édition qui nous concerne aujourd'hui, on va vous proposer d'illustrer ce partenariat au travers de deux projets qui traitent de l'innovation autour des engins de pêche ancestraux, si je puis dire, le filet et la seine. Et pour la seine, c'est notamment la pêche à la seine sur objets flottants. Et ces deux projets ont comme point commun de développer des nouvelles versions moins impactantes pour l'environnement de ces engins de pêche. Alors, tout comme en cuisine, les grands chefs revisitent les plats traditionnels français, moi, je vous propose de revisiter la pêche au filet avec Solène Peuget et Marie-Christine Grussel du Parc naturel marin des Estuaires Picard et de la mer d'Opale qui nous présenteront le projet Tefibio, projet qui illustre vraiment bien la citation « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », parce que c'est un projet qui a pour but de développer ou de concevoir un engin de pêche, un filet de pêche plus précisément, compostable et biodégradable. Et ensuite, on revisitera la pêche au thon tropical dans l'océan Indien et Atlantique, avec notamment la revisite de la technique de pêche autour des DCP, donc des dispositifs de concentration de poissons, avec Mariana Tolotti qui nous présentera le projet InnovFab. La structuration de cette heure ensemble, elle se passe comme vous le voyez à l'écran. Une rapide introduction pour moi. À chaque fois, je vais vous présenter ces techniques de pêche avant de rentrer sur la partie revisite du filet avec Tefibio et version améliorée d'un DCP avec InnovFab. Et comme vous le voyez, pas de session de questions entre les projets. Tout sera pris à la fin. Donc, dans l'outil Zoom là, du webinaire, comme vous le voyez, il doit y avoir le petit pictogramme questions et réponses. Donc, tout au long des présentations, n'hésitez surtout pas à poser vos questions via cet outil-là. On aura un temps d'échange spécifique avec tous les panélistes à la fin, une quinzaine, vingtaine de minutes, pour vraiment approfondir toutes les questions que vous aurez pu avoir sur ces questions-là. Donc, sans plus attendre, passons quand même au vif du sujet, à savoir ces deux projets. En introduction, qu'est-ce que c'est qu'un filet ? Qui va être un peu les prémices pour comprendre la suite. Un filet, ou plutôt filet maillant, comme on les appelle, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de fils qui sont noués ou tressés entre eux pour former des mailles, et généralement de forme losange. Et ces nœuds et ces tresses de fils forment ce qu'on appelle une nappe de filet, et les filets sont constitués d'une seule nappe rectangulaire qui est déployée verticalement dans l'eau avec la partie supérieure du filet, comme vous l'avez là sur l'image en haut à gauche, qui est équipée de flotteurs, et la partie inférieure qui est lestée de manière à ce que ce filet puisse toujours avoir cette position verticale dans l'eau.
Dans la famille des filets, il en existe deux grandes catégories, si je puis dire. Il y a les filets calés et les filets dérivants. Les filets calés, c'est des filets dont les stages supérieurs à la flottabilité. Donc, on a des filets qui sont sur le fond pour pêcher des espèces proches du fond. Ça, c'est les filets calés. C'est les filets qui vont nous intéresser aujourd'hui parce que c'est des filets qui sont développés dans le cadre du projet TEFIBio. Et il existe un autre type de filet qui est plutôt les filets dérivants. Et ça, c'est des filets qui sont positionnés à proximité de la surface et qui sont retenus via des ancrages. Mais on ne va pas développer les filets dérivants aujourd'hui. Ce n'est pas du tout l'objet de ce webinaire. L'objet de ce webinaire, c'est comment réinventer un filet calé qui est biodégradable et compostable. Dans ces filets calés, il existe encore deux nouvelles catégories, ce qu'on voit là dans les filets droits et les filets en mêlant. En fait, ce sont tous les deux des filets. Ce qui les différencie, c'est le nombre de nappes qui les constituent. C'est-à-dire qu'on a des filets dits droits, ou des filets maillants de fond, qui, eux, sont constitués d'une seule maille. Et la façon d'attraper le poisson, c'est comme on le voit sur l'image en haut à droite, ce sont donc une seule nappe de mailles losange et généralement les mailles font la taille de la tête du poisson et les poissons se maillent dans ce filet en se bloquant les branchies notamment dedans, et donc c'est une des techniques de capture du poisson via ces filets droits. Les espèces qui sont capturées généralement au filet droit sont plutôt les merlus ou les rougets barbés, par exemple. Autre type de filet calé, on a les filets en mêlant et un des plus connus qui est le filet qu'on appelle le filet trémaille. Donc le trémaille, lui, il dispose de plusieurs nappes, comme on a dit. Et donc c'est illustré sur le graphique du dessous, 3 nappes précisément, 2 nappes extérieures qu'on appelle les omées, à grand maillage et une nappe intérieure qui permet d'emmêler le poisson. Donc ça, c'est la technique avec ces filets en mêlant et en particulier la trémaille. Le trémaille, c'est de capturer les poissons par emmêlement. Et les espèces qui sont particulièrement ciblées avec ce filet-là sont, par exemple, la sole. L'avantage des filets de tout type, de tous ces filets, c'est une assez bonne sélectivité, notamment du fait que la taille de la maille est corrélée directement à la taille du poisson, donc on peut pêcher la taille d'espèce que l'on souhaite, donc une sélectivité plutôt bonne. Et enfin, c'est un engin qu'on appelle un engin passif, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est posé sur le fond, il pêche, mais il n'est pas tracté, c'est-à-dire que son impact sur le fond est quand même plutôt faible. Les inconvénients, parce qu'il y en a des inconvénients à cette pêche, dans un premier temps, c'est si les filets sont perdus au fond, c'est ce qu'on appelle des filets fantômes ou de la pêche fantôme. Donc, c'est des filets qui sont perdus et qui n'ont pas la possibilité d'être relevés et qui continuent à pêcher malgré eux, donc qui augmentent la mortalité de pêche pour les espèces que les pêcheurs souhaitent cibler. Mais qui capturent aussi des espèces non désirées qui n'étaient pas ciblées à la base et qui s'en mêlent dans ces filets et meurent. Un autre inconvénient auquel le filet est confronté, c'est les captures accidentelles de cétacés dont vous avez dû entendre parler ces derniers, qui peuvent se passer dans le golfe de Gascogne. Alors, je ne vais pas développer ça, mais ce sera certainement l'objet d'un autre webinaire et l'occasion de développer ce sujet-là, parce qu'on soutient un certain nombre de projets en lien avec les captures accidentelles de cétacés, qui ont pour but de travailler aussi bien la biologie des dauphins, comprendre l'interaction engin et cétacés pour mettre en place des dispositifs pour réduire ces captures accidentelles. Donc, c'est réellement des partenariats qui sont mis en place pour essayer d'aller de l'avant sur ces captures. Donc, ça pourra tout à fait faire l'objet d'un webinaire futur. Une fois qu'on a vu le filet, la chose qui est intéressante, c'est de s'intéresser aux bateaux qui travaillent ces filets-là, qu'on appelle un filayeur. Et pour ça, je vais vous faire rapidement un petit état des lieux de la journée type, quand bien même il n'y a pas vraiment de journée type à la pêche, la journée type d'un filayeur. En constituant ça, donc la pêche, généralement, elle débute bien avant que le jour ne se lève, vers 2-3 heures, l'équipage arrive à quai et le bateau est mis en route. Ensuite, le bateau se dirige vers sa zone de pêche, qu'on appelle une route pêche. Pendant cette route pêche, le patron, lui, discute à la FAHF avec les autres bateaux, soit de la zone de pêche en question, soit des prix de la criée la veille. Et l'équipage soit travaille sur les engins, soit se repose en attendant d'arriver sur zone. Une fois sur zone, et là se met en place la relève de tous les filets qui ont été posés la veille.
La durée d'immersion de ces filets-là, généralement, est dépendante du type de filet utilisé et des espèces qui sont ciblées. Et donc là débute la relève des filets qu'on appelle une opération de virage. Et donc c'est ce que vous avez là sur la partie centrale du graphique. À gauche, il y a un vire-filet où l'équipage, un membre de l'équipage s'occupe de remonter le filet pendant que l'autre démêle les poissons qui sont dans le filet et qu'un troisième replie ou réenroule le filet correctement pour qu'il puisse être remis à l'eau sur une autre opération de pêche future. Ça, c'est l'opération de virage. Généralement, ça commence de nuit et ça finit au petit matin, voire quand le soleil est déjà très haut. Une fois que cette opération est faite, que le poisson est démêlé, trié et dans les caisses, il faut choisir la nouvelle zone de pêche où caler les nouveaux filets. Et là, c'est l'opération de filage, donc qui se passe par l'arrière du bateau, où là, le filet est mis à l'eau et sur les zones des espèces ciblées en question. Une fois que tout ça est fait, il est temps de rentrer au port. Et pour ça, c'est route port, direction les quais, sur lesquels sont débarquées les caisses. Généralement, en fonction des navires et des métiers qu'ils pratiquent, le retour est entre 11h et 17h, mais plutôt milieu de journée. Tout ça est débarqué pour être transféré dans les frigos des criées et vendu aux différentes ventes en fonction des criées, soit la vente de la nuit qui suit, soit… voilà. Donc ça, c'est la journée type et l'organisation du métier de filayeur à bord. Pour replacer après ce métier du filet dans le contexte de la pêche française, un rapide panorama. La pêche au filet en France, ça représente quoi? Ça représente quasiment 2000 navires d'une taille moyenne. Alors ça varie, hein, mais en général, le filayeur moyen fait 9 mètres. Alors ça peut aller de 7-8 mètres à plus de 20 mètres, évidemment, mais la moyenne est quand même plutôt autour des 20 mètres. Des bateaux qui font 20 mètres, ça représente 30% de la flotte métropolitaine française et le débarquement de ces différents bateaux, ça représente 16% des débarquements en 2019 pour 9% des débarquements totaux, 9% en valeur. Et les différentes espèces ciblées, on les a vues, hein, c'est la sole, la baudroie, la dorade, le merlu, le rouget, qui sont vraiment les espèces ciblées par ce métier-là. Voilà. Donc maintenant, et j'ai déjà trop parlé, mais maintenant qu'on est au clair sur le filet, comment ça se pratique et l'importance de ce métier pour la filière pêche française, je vais vous proposer de passer au projet Tefibio qui va nous permettre de comprendre comment on conçoit un engin de pêche revisité. Par là, j'entends comment on conçoit un engin de pêche depuis les matériaux nécessaires à la conception du fil pour faire ces filets-là jusqu'à la fin vie de l'engin, en passant par toutes les études de marché pour mettre en place et vendre un tel produit. Donc Tefibio, c'est un projet porté par le Parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer d'Opale, en partenariat avec un grand nombre d'acteurs qui ont tous des tâches primordiales pour mettre en place, aussi bien concevoir les plastiques que finir par penser à la fin de vie de ces filets, tous ces acteurs qui sont illustrés ici. Et c'est un projet qui est cofinancé par le FEAMP au titre de la mesure 39 sur l'innovation en lien avec la conservation des ressources biologiques en mer. Donc là, on va échanger maintenant tout de suite avec Marie-Christine Grussel, chargée de mission pêche professionnelle et récréative au parc, et Solène Peget, chargée de projet sur Tefibio, qui vont nous présenter ce beau projet. Donc, on débute avec toi, Marie-Christine. Marie-Christine, est-ce que tu peux… alors, je ne sais pas si tout le monde a mis sa caméra. Moi, j'ai qu'un écran. Oui, vous êtes là. Bonjour. Est-ce qu'on peut, avant de rentrer dans le vif du sujet sur comment on fait de tels filets, est-ce que tu peux nous refaire en quelques mots un peu l'histoire du projet, comment vous en êtes arrivé à faire émerger un tel projet, pour répondre à quelles problématiques et quels sont ces grands enjeux au final? Oui, alors bonjour à tous déjà. Alors ce projet, il est né en 2018 sur le périmètre du parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer d'Opale. Vous voyez une petite carte sur la diapositive, donc qui s'étend de Ambeteuse au Tréport, dans les Hauts-de-France. Il est né suite à un diagnostic de gestion des déchets portuaires qui avait été mené sur tout le périmètre du parc naturel marin et qui a identifié un gisement important de déchets liés au filet de nylon, puisqu'on s'est rendu compte que 3 tonnes de filets usagés étaient jetés par an. Des déchets non valorisés, stockés à terre avant d'être enfouis, des déchets qui, au fur et à mesure, se retrouvaient dans le milieu marin,
des morceaux balayés par le vent, etc. Et des déchets qu'on commençait à rencontrer de toute façon déjà dans le milieu marin, puisqu'il arrive parfois que des nappes entières de filets soient perdues en conditions de pêche et qu'on continue à pêcher, ce qu'on appelle la pêche fantôme. Donc, une source de pollution importante qui avait été identifiée. Alors, il se trouve que deux des objectifs d'un parc naturel marin, c'est la préservation de la biodiversité et le développement durable des activités. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler à la diminution de cette source de pollution et de travailler avec les professionnels pour les aider à identifier une solution alternative et donc développer un engin de pêche durable qui serait moins impactant pour le milieu. Donc en fait, c'est pour répondre à cette double problématique, hein, la diminution de cette pollution terrestre et marine, qu'on a donné naissance au projet Tefibio et qu'on a décidé de définir, de concevoir un filet de pêche, alors pas seulement biodégradable, mais aussi biosourcé pour diminuer la pollution en mer et également recyclable pour pallier à la gestion de ces déchets à terre. Donc voilà en gros pour la naissance de ce projet. Bon, je détaille pas toutes les étapes, hein, je vais laisser Solène rentrer davantage dans les détails, mais vous voyez que le projet a bien avancé depuis toutes ces années. Merci beaucoup. Oui, donc en effet, donc la problématique principale, c'est, comme tu l'as dit, et on s'en doute, pour tous nos engins de pêche, c'est le nylon et cette production de plastique assez importante. Donc, est-ce que tu peux nous refaire un point rapide, Solène, sur ce gisement, si on peut l'appeler ainsi, et après nous éclairer, néophyte qu'on est, sur toutes ces définitions autour des bioplastiques et toutes ces choses-là. Oui, alors en fait, le filet de pêche fin, en France, il est composé avec des polyamides, donc avec du plastique. Et le gisement au niveau national, il est compris entre 500 tonnes par an et 1130 tonnes. Ça, c'est dû au fait que ce sont des filets qui sont dits à usage unique, donc les filets de pêche fin. Ils ont une durée de vie qui est estimée entre 6 mois et 1 an selon les pratiques et selon les pêcheurs, ce qui fait qu'ils ont aussi une résistance nécessaire qui est moindre par rapport à un autre filet composant un autre engin de pêche. Par exemple, pour le chalut, le filet de chalut, il tient entre 6 à 8 ans en utilisation. Donc, du coup, c'est dans ce contexte-là, avec une forte production de déchets, de filets usagés et une résistance nécessaire moindre, que c'est le filet fin qui a été expérimenté en matière bioplastique, biosourcé, biodégradable. Donc, comme tu disais, à chaque fois, il y a une précision sur le bioplastique. On dit bien qu'il est biosourcé et biodégradable, puisque finalement, dans les bioplastiques, il y a deux définitions qui s'appliquent. Un bioplastique qui peut être soit biosourcé, soit biodégradable, soit les deux. Par biosourcé, on entend au niveau de la composition un bioplastique qui est issu à au moins 20% de ressources naturelles renouvelables. Et en fonction de la fin de vie, les plastiques sont dits biodégradables quand on a une dégradation et une assimilation par les micro-organismes de ce bioplastique. Et donc, on est vraiment sur la conception d'un filet un peu 2.0 qui va vraiment, par la suite, se réintégrer dans l'environnement. Moi, je m'arrête toujours un peu sur le mot biodégradable. Et effectivement, biodégradable, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on pourrait penser que les poissons vont se tordre de rire au vu de votre filet? Qu'est-ce que c'est qu'un produit biodégradable? Est-ce qu'on est parti sur un filet qui va ressembler à mon cachet d'aspirine, là, qui, quand les poissons vont voir, vont frétiller d'avance, savoir qu'ils vont s'en sortir? Ou est-ce qu'on est vraiment sur un matériau qui va ressembler à du filet conventionnel, mais qui se réintégrera plus tard dans l'environnement de manière passive et non polluante? Oui, donc c'est bien entendu la deuxième solution, puisqu'on aura un filet qui tend à avoir toutes les caractéristiques du filet conventionnel, avec en termes de durée dans le temps, juste une durée qui soit moins longue, puisqu'on aura une assimilation qui sera beaucoup plus rapide par les micro-organismes et du coup une réintégration dans le milieu qui soit complète et plus rapide. Pour préciser, hein, le nylon ou le polyamide, on estime à peu près de 400 à 600 ans la durée de vie dans le milieu marin. Sur le bioplastique et le bioplastique qui est utilisé pour les filets de pêche, là, on est sur une estimation à 6 à 8 ans. Donc, on est quand même sur un temps de dégradation qui est beaucoup moins important que pour du nylon.
tout en restant similaire à du conventionnel en termes de forme, en termes de représentation et en termes de durabilité. Pendant ces 6 à 8 ans, il va pas y avoir de dissolution du filet. Donc, on n'est clairement pas sur une passoire. On est sur un filet qui réintégrera tout ça correctement et qui ne sera pas là dans une centaine d'années a priori. Donc, ce filet, ce projet Tefibio, il est très global, il est partenarial et il se pose toutes les grandes questions, ou en tout cas, il veut répondre à toutes les questions que la conception et la production d'un nouvel engin de pêche se posent, à savoir toutes les grandes étapes du début de la production de ces bioplastiques jusqu'à la fin de vie, en passant par l'étude de marché, comme on a pu le dire en introduction. Est-ce que tu peux nous refaire un peu le cycle de toute la conception de ce filet, qu'après on rééclairera étape par étape en détail pour tout le monde, mais pour qu'on comprenne bien la complexité en fait, de production d'un engin qui n'est pas si simple au final. Oui, alors en fait, dans le projet Tefibio, nous, ce qu'on a voulu, c'est balayer le cycle complet du filet fin. Donc, on peut le décomposer en 4 étapes différentes et à chaque fois, ces étapes, elles sont mises en œuvre par des partenaires techniques. Donc, pour la fabrication, il y a toute une partie fabrication de la matière, formulation de la matière et fabrication du filet, donc qui est réalisée en Europe, avec Seabird comme bureau d'études et Cadville et Santos qui sont des fabricants de filets portugais. Suite à cette fabrication matière, produit, filet, il va y avoir une étape de test en mer. Donc, ces tests en mer, ils sont réalisés en conditions réelles de mer par des professionnels, donc des patrons pêcheurs. C'est utilisé pour suivre la résistance du filet de pêche et aussi son efficacité de capture. Ces professionnels, ils sont organisés dans une organisation de producteurs, de pêcheurs, donc le From Nord, qui est partenaire du projet, pour justement nous aider à faire tester par des professionnels qui utilisent déjà un filet conventionnel, donc qui ont vraiment une expérience, une habitude, et qui vont régulièrement en mer pour pouvoir tester le filet le plus souvent possible et avoir des bonnes données sur son utilisation. Et ensuite, il y a un suivi scientifique aussi qui est mis en place pendant ces tests en mer par le parc naturel marin avec des observations en mer, un suivi qui est un peu plus détaillé, un peu plus poussé sur une durée qui est un peu moins longue par contre. Donc ça, c'est au niveau des tests en mer. Ensuite, une fois que ce filet il a été bien utilisé pendant toute la durée des tests en mer, il va être usagé et donc Take Waste, qui est un bureau d'études, lui, l'objectif qu'il avait, c'était d'élaborer une filière de valorisation de cet engin de pêche usagé et de tester la meilleure voie possible de recyclage. Donc, soit par compostage, soit par méthanisation. En parallèle de tout ça, il y a le bureau d'études Nautic-Conseil qui a réalisé aussi une étude de marché parce que forcément, on veut connaître aussi le coût, mais pas que. On veut aussi connaître la demande par rapport au filet fin et l'offre donc du coup qu'on peut proposer qui se rapproche plus du coût cette fois-ci. Au milieu, on voit que Tefibio, projet innovant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est parce qu'en fait, c'est les premiers tests qui sont réalisés sur un filet de pêche biodégradable, biosourcé et recyclable au niveau européen. Donc, on est vraiment, en tout cas, en 2019, quand le projet a été pensé, il n'y avait pas de fabrication européenne de filets biodégradables et il n'y avait pas de test sur un filet trémaille. Ouais, donc on est sur un projet qui attaque la conception d'un filet dans sa globalité, de la naissance à la fin de vie, et qui en plus de ça est un peu, c'est les prémices et les travaux vraiment préliminaires pour développer le filet 2.0 de nos fileyeurs. Oui, c'est ça. Ok. Bon, projet très complet. Donc, qui dit complet dit qu'il y a beaucoup d'étapes. Je vous propose qu'on les prenne toutes une par une pour essayer de comprendre un peu plus la complexité et de voir comment on va pouvoir aboutir à cet engin de pêche. En introduction, je vous avais dit qu'un filet de pêche, c'est une nappe rectangulaire, en gros des fils soit noués, soit tressés entre eux. Ça paraît terriblement simple, dit comme ça. Et en fait, avec le projet Tefibio, et notamment sur la production de ces beaux plastiques de fils et après pour le transformer en filet, c'est simple qu'en apparence. Oui, c'est ça, parce qu'au tout début, il y a quand même la formulation de la matière
qui est donc la difficulté en fait de trouver cette matière qui va répondre aux contraintes d'un filet de pêche, puisque le filet de pêche doit répondre à des contraintes d'élasticité, de résistance, en sachant qu'en plus c'est un filet de pêche biodégradable, il faut qu'il soit résistant mais pas trop. Donc il y a la difficulté de trouver la bonne matière et aussi d'adapter les étapes de production du filet par rapport à une nouvelle matière. Donc là, on voit au niveau du cycle, donc des différentes étapes dans la conception, la fabrication du filet. À chaque fois, on a des étapes techniques d'extrusion de filaments, de mise en bobine, de maillage, d'autoclavage. Donc vraiment de fabrication du fil, du filament en premier, puis après de tissage du filet. Toutes ces étapes-là, elles ont des paramètres, c'est fait avec des paramètres qui sont très précis au niveau de la matière, donc avec des températures, des durées et des process de fabrication qui sont très précis, très réglés pour de la matière polyamide et qui du coup sont tout nouveaux pour une matière biodégradable, une nouvelle matière. Et donc, c'est toutes ces étapes-là où il a fallu trouver le juste milieu pour avoir des propriétés de filets, donc de filaments et de filets qui soient les mêmes que pour le conventionnel pour la pêche, mais en même temps, qui ne soient pas les mêmes au niveau de la résistance et de la durée dans le temps. À la suite donc, de cette fabrication, il y a eu des premiers tests en mer en 2021 pour voir un peu ce que ça donnait le premier prototype. Oui, et en fait, là, tu nous expliques que ce n'est pas si simple concevoir un filet et commencer à le monter en trémaille, mais ne serait-ce que pour passer de la 5 à la 6, là, ces étapes-là pour faire les tests en mer, on n'en est qu'à la première couche de complexité, si je puis dire. C'est comme si ce n'était pas assez, on en rajoute encore un peu, et en fait, au-delà, et une fois qu'on a les nappes, entre guillemets, de filets prêtes, il faut les assembler et les mettre aux caractéristiques voulues. Et donc, ça en fait des cahiers des charges tout aussi techniques et complexes que en fait, concevoir le fil et le filet en lui-même, parce que ça va être dépendant du port, de la saison de pêche, des espèces ciblées, des professionnels, parce que chacun travaille avec son montage à lui. Et donc, ça en fait… c'est pas le filet biosourcé, biodégradable et compostable. Il y a autant de filets que de cas de figure et que de pêcheurs, si je puis dire. Donc, ça en fait vraiment un outil encore plus complexe à développer. Oui, c'est ça, parce que le cahier des charges, en fait, il va rajouter encore une nouvelle contrainte par rapport à la précision qu'il apporte sur les modalités des filets à fabriquer, puisque donc, comme tu l'as dit, il y a différents types de filets, puisqu'il y a différents diamètres de fils. Donc, tous les fils fabriqués ne sont pas de même diamètre. Il y a différents maillages, donc tous les tissages ne sont pas les mêmes. Et il y a surtout différents types de fils, avec des fils monofilaments, donc avec un seul filament qui va ensuite être assemblé pour avoir un maillage et donc faire cette nappe losange. Et il y a aussi des fils multimonofilaments où on va avoir plusieurs petits fils qui vont être twistés, donc qui vont être torsadés pour faire un fil qui va être plus épais. D'ailleurs, cette étape-là, donc, qui est le multimonofilament, il est testé dans 2 ports différents, au Tréport et à Fécamp. Et c'est une première mondiale, puisqu'en fait, ça n'a jamais été fait en matière biodégradable d'avoir un filet plus complexe que le monofilament. Puisque c'est vrai qu'on a des filaments qui sont plus petits, donc plus difficiles à faire avec la matière biodégradable. Et on a aussi une étape en plus en fait, dans le process de fabrication qui vient encore amener de la difficulté. Donc, ce filet multimonofilament a été fait, en tout cas, pour l'année 2022. OK. Donc, on a réussi à concevoir le plastique. On a, bon an, mal an, réussi à monter des filets. Donc, la question qu'on se pose tous maintenant, c'est est-ce que ça pêche? Alors, et si oui, est-ce que ça pêche aussi bien que le reste? Je vais procéder par étapes pour vous amener la fin. Ouais. Mais le protocole en fait, qui a été mis en place, donc, comme je vous disais, il compare le filet biodégradable et le filet conventionnel sur 2 choses, les performances mécaniques avec la résistance et l'efficacité de capture. Au niveau des performances mécaniques, les résultats de la première année test, donc de l'année dernière, ils ont montré qu'il y avait une amélioration à faire au niveau des prototypes en termes de formulation pour avoir une matière qui soit un peu plus élastique et une matière qui soit un peu plus résistante, puisqu'on a vu que le filet cassait plus facilement que pour celui du conventionnel. Alors, c'est vraiment un retour des pêcheurs et c'est aussi un retour par rapport à l'estimation de l'intégrité de nappe en fonction de chaque sortie que le pêcheur
a fait, on a vu que l'intégrité de la nappe descendait plus rapidement pour le filet biodégradable que pour le filet conventionnel. Ensuite, il y a une amélioration aussi qui a été montrée pendant l'année 2021 au niveau du process de fabrication, puisqu'il fallait mieux répondre au cahier des charges au niveau de la taille d'émail. On avait eu une taille d'émail qui était plus importante sur le filet biodégradable que sur le filet conventionnel. Et ça, c'est vraiment au niveau du maillage. Au niveau de l'efficacité de capture, du coup, on a eu une différence d'efficacité de capture qui a été observée par le suivi du pêcheur, donc à peu près 30% de pêche en moins pour le filet biodégradable. Au niveau du suivi observateur, il n'y a pas eu de différence significative qui a été observée entre les deux, entre le filet biodégradable et le filet conventionnel. Donc, on peut aussi penser que les paramètres techniques, là où il y avait des points d'amélioration à faire au niveau de la fabrication et de la formulation, ont influencé aussi l'efficacité de capture, si on se réfère au suivi pêcheur, puisqu'ils montrent qu'il y a une différence de pêche. Et ça, c'est un ressenti de la part du professionnel ou lui a appliqué, à regarder réellement les poids qu'il avait en conventionnel et en bio? Pour le pêcheur, non, ce n'est pas un ressenti, c'est vraiment selon un protocole strict. Alors, par contre, ça reste une estimation des poids et pas une pesée, comme le fait l'observateur, puisqu'à bord, il n'y a pas de balance. Les petits fileyeurs, ça bascule pas mal, donc pas de balance à bord. Mais il y a quand même une estimation de chaque espèce pêchée et un relevé de tous les poids par espèce qui est fait à chaque marée. D'accord, donc suite à ces premiers tests, on est sur quelque chose de très encourageant et perfectible, en fait, si je puis dire. C'est ça. Et donc, vous avez développé une version 2, en quelque sens, fort de tous ces enseignements qui est actuellement à l'eau, en train d'être testé. C'est ça. Okay. C'était ça aussi l'objectif du projet, c'est de le faire sur plusieurs années. Ça pouvait permettre d'avoir une fabrication, un test, une amélioration, retester derrière. Donc, c'est vraiment là où le projet a bien marché, puisque au niveau de la deuxième année, donc qui est cette année-ci, il y a une amélioration du process de fabrication, avec déjà une couleur aussi qui est venue, puisque le pêcheur de Boulogne voulait du fil coloré et le filet conventionnel était coloré. Donc, on s'est rapproché en fait un peu plus du conventionnel. Je parle de la couleur, mais aussi en termes de taille d'émail. C'était beaucoup plus conforme, il y avait beaucoup moins de différence au niveau technique entre le filet bio et le filet conventionnel. Les tests, oui, sont toujours en cours. Donc là, la seule chose que je peux vous donner, c'est les premières impressions des pêcheurs qui ont quand même de l'expérience en mer, donc c'est pas anodin. On verra les données après, hein, ce que ça va faire comme résultat. Mais pour eux, il n'y a pas ou peu de différence entre le filet conventionnel et le filet biodégradable. Et quand ils voient une différence, les conditions de mer ont été un paramètre qu'ils ont relevé pour dire que potentiellement, quand la mer était plus agitée, ça pêchait moins au niveau du biodégradable. Donc voilà les premiers retours. Pour l'instant, les explications, on attend d'avoir des données pour avoir des résultats et avoir des hypothèses et voir comment ça peut être amélioré. Là, pour l'instant, on est encore en période de test et on a aussi les tests de cet hiver à Fécamp qui arrivent en décembre. Ouais. Mais donc, on est donc sur une reproduction du filet conventionnel qui s'approche de la perfection, avec un filet qui arrive à reproduire ça, quand bien même les matériaux ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, en fait, il faut juste laisser le temps de travailler un petit peu, de faire ses preuves, d'affiner les données pour voir ce qu'il en est. Mais on est sur quelque chose de très, très encourageant. En fait, on n'est pas du tout sur… Il y a tellement de premières entre l'européenne mondiale, première mondiale entre la production du fil, la production des filets et toutes ces choses-là qu'on pourrait se dire qu'on se casse rapidement les dents dessus et qu'au final, non, c'est plutôt très encourageant. Oui, là, on est sur… on va voir les résultats, mais c'est vrai c'est vraiment pas mal. Même le retour des pêcheurs est très encourageant. Le filet, on sait qu'il tient toute la saison de pêche, c'était aussi l'objectif. On sait qu'il pêche. Alors, il y a des choses à améliorer qui peuvent dépendre de la fabrication ou d'autres choses. Mais oui, c'est très, très encourageant. Bon, donc il pêche. Et donc, un autre gros enjeu, c'était est-ce qu'il se recycle ?
Donc ça, en parallèle de tout ça, vous faites les tests pour essayer de savoir si ça se recycle et par quelle méthode. Oui, une fois les tests finis, les filets usagés, donc il faut les recycler. La filière donc là qui vous est montrée, elle met en évidence surtout qu'il y a que c'est un peu plus complexe que pour le filet conventionnel, parce que le filet conventionnel en nylon, donc il est majoritairement enfoui. Donc, une fois déchargé sur le port, enfouissement, donc il n'y a pas besoin d'autre étape à part une étape de transport. Là, il y a une phase de pré-traitement qui est indispensable pour séparer la partie biodégradable de la partie non biodégradable. Parce qu'on est sur des nappes qui sont biodégradables, mais des cordages qui ne sont pas biodégradables encore. Donc, on a quand même une étape en plus par rapport à la filière conventionnelle. Et ensuite, le traitement. Donc, ce qu'on appelle traitement, ça va être réutilisation des cordages non biodégradables ou élimination par voie classique. Et surtout pour la nappe, donc la partie biodégradable, il y avait deux, donc comme je vous le disais, deux voies qui étaient identifiées. La voie par méthanisation, donc produire du biogaz avec les filets, ou le compostage. Les tests qui ont été réalisés sur la méthanisation, ça a montré que ce n'était pas une voie viable, puisque le pouvoir méthanogène du filet était trop faible pour avoir une production de biogaz suffisante pour justifier cette valorisation. Par contre, les essais du compostage sont très positifs, puisqu'on a donc une dégradation en compost des filets biodégradables qui permettent de commercialiser un compost qui est réalisé avec des filets usagés. Donc, c'est-à-dire un compost qui va suivre les normes de qualité de compost qui sont décrétées au niveau européen. Donc, une fois le transport des filets réalisé, ils vont être mis dans un tas de compost. Il va y avoir 3 mois de maturation du compost. Et à la fin, le compost peut être commercialisé pour être redistribué à des agriculteurs, par exemple. Donc, ce filet commence à tenir quand même beaucoup de ses promesses. Oui. Ce qui est quand même super. Et ce que tu nous disais en début, donc là, on a fait plutôt la boucle, on a fini le cycle de vie de notre filet. Et donc, il y avait une tâche un petit peu qui était concomitante à tout ça, qui est un peu l'étude du marché. Est-ce qu'il y a un marché pour ce genre de filet? Si oui, quel est-il? Donc ça, c'est aussi une tâche que vous avez menée pour essayer de savoir si développer tel outil et passer autant de temps et de moyens à développer ça, ça a un intérêt. Alors, il est réel. Donc, le marché est là. Oui, le marché est là. Il y a une enquête qui a été réalisée auprès de plusieurs professionnels, donc auprès de plusieurs fileyeurs purs ou fileyeurs occasionnels. Et donc, en extrapolant l'ensemble des professionnels qui a été interrogé, il ressort qu'il y a beaucoup de métiers différents avec beaucoup de références, donc encore plus de fils et de filets différents que ce que nous, on a expérimenté. Donc, ça, c'était un point qui était compliqué pour connaître exactement la demande. Mais on a réussi à montrer que techniquement, il y a 90% du marché actuel qui pourrait être reproduit à partir de fils biodégradables. Donc, 90%, c'est une grosse partie du marché. Et ce marché-là, en plus, représente 1,2 million de kilomètres de fils achetés par an pour 500 tonnes de matières premières, puisqu'on a 500 tonnes de filets achetés sans cordage. Donc ça, c'est vraiment la demande. Donc, on voit qu'il y a une grosse demande. Pour l'instant, à la première étape de l'étude de marché, on en est là. Il y a une grosse demande. Et maintenant, la question qui est sur toutes les lèvres et qui est déjà apparue dans les questions et les réponses, c'est ça coûte combien? C'est-à-dire qu'il répond à beaucoup de promesses, il pêche a priori bien, il est biodégradable, ou en tout cas, on peut le composter facilement, il est biosourcé, mais ça a un coût tout ça. Oui, alors là, c'est vrai que c'est une utilisation en prototype pour l'instant. Donc, l'étude de marché, elle est censée répondre à ça. Et je vais laisser un peu tout le monde sur leur faim parce que je m'excuse à l'avance, mais en fait, on n'est pas encore, cette étape, elle n'a pas encore été finalisée pour l'offre. Donc là, on n'a que la demande pour la mise sur le marché et l'offre possible. Cette étude-là, elle va être finalisée début d'année prochaine. Donc, il y aura une réponse, juste pas aujourd'hui. Alors, on communiquera à tout le monde pour expliquer combien ça coûte et surtout que ça ne coûte pas cher. Non, j'en profite juste avant qu'on conclue et qu'on finisse là-dessus.
Pour dire que Vianney, vous êtes très, très actif dans les questions-réponses. Je vois que vous répondez à tout. On garde aussi un temps. L'idée, c'est de garder à la fin un temps pour échanger oralement. Alors, effectivement, les participants, eux, tapent à l'écrit, mais pour vous permettre à tous, tous panélistes, là, de pouvoir échanger de manière un peu plus technique et détaillée à l'oral à la fin, en donnant la parole à tout le monde. Alors, bon, une première réponse à l'écrit, c'est bien, effectivement, mais on reprendra tout ça hein, pour faire un échange entre nous tous sur ces questions-réponses. Voilà, ça c'était l'aparté. Aparté juste avant ma conclusion, donc c'est pas le meilleur timing, mais donc bon, on a fait le tour du projet TFIBio, en fait, du début à la fin, de la naissance bioplastique jusqu'au compostage, et on voit que le marché il est là. Mais donc, tu as déjà répondu un petit peu en partie, mais il y a encore pas mal de questions qui se posent sur la suite de TFIBio et la suite notamment de ce projet, en tout cas le devenir de ce filet-là, outre savoir combien ça coûte, qu'est-ce qui va en être, parce que c'est pas nécessairement avec un seul projet de quelques années, si je puis dire, sans vouloir être méchant, que ce dispositif finit par être commercialisé. Alors en fait, bon, comme l'a montré Solène, c'est déjà un projet qui est très complexe, qu'on fait évoluer depuis 4 ans. Et en effet, c'est sûr qu'il y a encore pas mal d'étapes sur lesquelles on doit encore travailler. Il y a quand même quelques étapes qui ont pas mal abouti et dont on devrait avoir les réponses dans quelques mois. Là, le projet qui est financé par le FEAMP et France Filière Pêche se termine juin 2023, mais on ne compte évidemment pas en rester là, puisque là, ce projet suscite déjà l'intérêt des autres parcs naturels marins situés un peu partout en France. Donc, je sais que nos collègues de la mer d'Iroise voudraient tester ce filet, sur le golfe du Lion également, même en Corse. Donc, il y a déjà pas mal d'aires marines protégées qui souhaitent utiliser ce filet. Ça suscite également l'intérêt de la profession, puisqu'ils ont bien conscience de la nécessité de trouver une solution alternative qui va finir par devenir réglementaire. Donc on sait que ce projet a une suite. Donc après, à nous de persévérer. Alors évidemment, à terme, c'est pas le rôle d'un parc de commercialiser ce filet. Là, c'était vraiment de venir en appui aux professionnels pour identifier une solution réellement viable. Donc, c'était pas uniquement tester un filet, mais explorer une filière dans son entièreté. Donc en amont, en aval, pour montrer vraiment que c'est possible. Qu'il y a une demande, qu'il y aura une offre, qu'il y aura un filet qui peut fonctionner, dont la formulation est efficace, qu'il est recyclable, qu'on peut, on l'espère, proposer un prix compétitif, donc que cette filière est possible. Après, évidemment, il va falloir réfléchir à une fabrication à grande échelle. Je sais que Seabird est en train de réfléchir à cette solution. Il faudra également qu'on commence à susciter l'intérêt des metteurs sur le marché. On commence d'ailleurs à susciter leur intérêt. Je pense que c'est entre leurs mains que va reposer la réponse. Voilà. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci de nous avoir montré qu'effectivement, cette filière elle a un avenir. En tout cas, là-dessus, c'est à peu près sûr. Merci de nous avoir montré que en fait, concevoir un engin de pêche tel qu'une nappe de filet, c'est pas si simple, que ça demande quand même l'implication de nombreux acteurs, un temps assez important et des moyens qui sont tout autant. Après avoir revisité ce filet, maintenant on va passer à la revisite d'un dispositif d'aide à la capture des poissons, si je peux l'appeler ainsi, parce que ce n'est pas réellement un engin de pêche. Et donc, c'est les objets flottants ou encore des dispositifs de concentration de poissons, qu'on appelle DCP. Et donc, ces DCP sont utilisés en particulier sur la pêche thonière tropicale, qui est pratiquée en océan Indien et Atlantique par des thoniers seineurs, donc les navires qui pratiquent cette pêche-là. Grands navires, là on n'est plus sur des navires avec une taille moyenne de 9 mètres pour nos fileyeurs français. Les thoniers CNR qui ciblent le thon tropical, c'est plutôt des navires entre 50 et 80 mètres de long qui capturent des thons. Donc vous retrouvez d'ailleurs par la suite, pour la plupart d'entre vous, dans les boîtes de thon que vous consommez notamment. Donc rapidement, avant de passer au projet à proprement parler, qui est le projet InnovFad, un bref éclairage sur la pêche à la senne, assez rapide parce que je vois que le temps file et qu'il faut quand même nous laisser du temps pour échanger sur ces projets très intéressants. Donc la senne, qu'est-ce que c'est qu'une senne, ou plutôt la senne tournante et coulissante, qu'est-ce que c'est? Comme vous le voyez là sur les images, c'est un filet rectangulaire qui est utilisé pour pêcher des espèces qui sont en surface, donc filet rectangulaire qui permet d'encercler des bancs de poissons en surface avec des flotteurs
sur le haut de la Seine et de ce filet qui, par la suite, enfin, les pêcheurs encerclent les bancs pour pouvoir les capturer et les remonter à bord. Donc, c'est un engin de pêche qui est tout à fait adapté à la biologie des espèces pélagiques, notamment les petits et les grands pélagiques, dont les petits, c'est les sardines et les anchois. Et pour ça, je vous renvoie au webinaire sur les petits pélagiques qui traitent de la Seine et notamment de tous les projets autour des sardines et des anchois qui sont soutenus par France Filière Pêche. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les tonidés, et donc la pêche à la Seine sur ces espèces-là. Donc là, c'est des images de ces thoniers seineurs qui travaillent dans l'océan Indien. Donc on peut voir là tous les petits flotteurs jaunes qui permettent à cette Seine de rester en surface et ensuite de former un cercle, comme on voit sur l'image à droite, pour capturer le banc de poissons. Parce que les pélagiques, petits comme grands, sont des espèces grégaires qui vivent donc en groupe, en banc. Et c'est comme ça que les pêcheurs les capturent en les encerclant. Les avantages d'une telle technique de pêche, c'est qu'elle est plutôt sélective parce qu'elle est directement liée à la biologie des espèces. C'est des espèces qui vivent en banc et pour la plupart assez homogènes. Donc, généralement, on capture que l'espèce qui se trouve dans ce banc-là. Ça fait du poisson d'excellente qualité parce que c'est du poisson qui est ramené vivant à bord et placé directement en bac de saumure. Et c'est des opérations du fait de la biologie et du fait que ce soit un filet qui travaille en surface, qui n'a pas de contact avec les habitats marins. L'inconvénient et les inconvénients d'une telle technique, c'est que par mauvais temps, les opérations de pêche sont pas facilitées parce que, comme vous le voyez, il faut ramener tout ce filet à bord du bateau et donc par mauvais temps, c'est très compliqué. Et il y en a d'autres, des inconvénients qu'on va traiter dans le cas d'InnoFAD, notamment les captures accidentelles liées à quand les pêcheurs encerclent des bancs qui se trouvent sous des objets flottants. Il n'y a pas seulement que des thons qui se trouvent là-dessous et des espèces qui sont non ciblées et non désirées, notamment. Donc sur nos thoniers seineurs, les espèces cibles, c'est celles que vous avez là à l'image, albacore, listao, patoutou. Et sur la façon dont on capture ces thons, je vais vous partager tout de suite une courte vidéo pour qu'on comprenne tous bien comment ça fonctionne. Donc, je remercie d'avance. Là, ce n'est pas l'équipe de l'IRD7, mais c'est l'équipe d'Ifremer7 qui a fait cette vidéo qui nous permet de comprendre, très bien comprendre comment ça se passe. Donc là, vous avez la Seine qui est à bord du navire avec les flotteurs jaunes et qui va commencer à être déroulé suite au repérage du banc de thon. Le petit bateau qui a été mis à l'eau et qu'on appelle un skiff permet de faire un point d'ancrage et suite à quoi le thonier seineur va encercler le banc de thon. Une fois que la Seine a fini son cercle et est refermée, on va fermer le dessous du filet via une grande corde qu'on appelle une coulisse pendant une opération qui s'appelle l'opération de boursage ou de coulissage qui consiste à fermer la Seine par en dessous et la ramener après de plus en plus proche à bord du navire pour finalement avoir le poisson qui est collé au bateau, puis transféré directement à bord via une épuisette géante qu'on appelle une salabarde. Donc là, vu que c'est un projet scientifique, vous avez une magnifique poubelle qui permet de transférer le poisson, mais on les a là, les salabardes. En bas à droite, vous avez une salabarde pour transférer. À gauche, c'est du petit pélagique, donc et à droite, c'est la même en dimension un peu plus pour transférer les thons. Donc évidemment, sur les images, vous avez vu des sardines, parce que c'était un projet qui travaillait sur les sardines, mais ça se passe exactement pareil sur les grands pélagiques. Le banc de thon est ramené à bord, enfin est ramené le long du bateau, puis transféré à bord via cette épuisette géante. Pour la pêche au thon en particulier, il y a deux grandes techniques qu'on distingue pour capturer ces bancs de poissons. C'est la pêche sur banc libre ou la pêche sur DCP. La pêche sur DCP, c'est celle qui va être traitée dans le projet InnoFAD. Donc, ça, je vais laisser la primeur à Mariana de nous représenter vraiment ce que c'est qu'un DCP et comment ça se pratique. Mais la pêche sur banc libre, comment on s'y prend rapidement, c'est assez simple. Il vous faut un bateau. Une fois que vous avez ce bateau, un certain nombre de paramètres sont à identifier par l'équipage. Donc, il y a des postes clés sur les thoniers seineurs dans ces zones-là, que ce soit sur le ligne tout en haut du mât du bateau, avec une bonne paire de jumelles, et c'est toujours d'actualité
C'est un poste clé sur ces navires-là où il repère les frémissements de l'eau lorsque les thons sont en surface ou en train de chasser, ça fait bouillonner l'eau. Donc ça, c'est repéré à la jumelle. Ils utilisent d'autres aides, hein, notamment d'autres prédateurs que sont eux, les hommes avec leurs bateaux. Et il y a les oiseaux qui sont des prédateurs qui, au final, chassent les mêmes proies que les thons. Donc, qui dit oiseau au-dessus de l'eau dit qu'il y a des petits pélagiques généralement en dessous, et qui dit petits pélagiques dit qu'il y a aussi d'autres prédateurs, à savoir les thons qui se nourrissent. Donc, les oiseaux sont généralement un bon indicateur de présence des espèces que souhaitent cibler les professionnels. La météo est évidemment un point clé que maîtrise pour savoir les zones préférentielles de présence de ces bancs de thon. Et une fois que tout ça est mis bout à bout, ils arrivent à trouver des bancs. Une fois que le banc est trouvé, il faut à peu près le sonder. Donc, c'est là que la technologie rentre en jeu pour identifier la taille du banc. On a des bancs de thon qui peuvent faire quelques mètres jusqu'à quelques kilomètres de long. Donc, on est clairement sur là comme une scène de chasse qui commence, à savoir que le banc de thon a été repéré et il se déplace. Donc là, il faut faire comme on a vu auparavant, mettre le skiff à l'eau et rapidement encercler ce banc pour qu'il n'arrive pas à sortir de la scène. Et donc là, une fois que c'est repéré et qu'on a réussi à capturer, et ben effectivement, tout le monde monte à bord et le poisson est transféré directement dans des bacs de saumure pour être congelé. L'importance de cette flottille de thoniers seineurs. Alors là, on va avoir une infographie sur les seineurs en général. Quand je parle seineurs, c'est évidemment tous ceux qui ciblent les pélagiques, petits comme grands, donc de la sardine au thon. Donc ça, c'est la partie supérieure de cette infographie, une centaine de navires. Et pour ce qui nous concerne un peu plus, c'est savoir les thons. Eh ben, ça représente une trentaine de navires, en comptant la Méditerranée, l'océan Indien et l'Atlantique, qui ciblent du thon rouge en passant par l'albacore, le patudo, le listao et les autres qui sont présentés ici. C'est pour 2019 quasiment 118 000 tonnes de thon débarqués sur ces trois façades. Ça représente 200 millions d'euros ou encore en valeur 15% des débarquements totaux français et 22% en volume. Donc la pêche thonière est réellement une pêche d'importance dans le contexte de la pêche française globale. Voilà, donc la même chose, maintenant qu'on est un peu plus au clair sur la Seine et comment ça se pêche, ces fameux tonidés, passons-en tout de suite au projet InnovFad qui, lui, travaille sur la deuxième technique de pêche, à savoir pas sur banc libre, mais sur DCP, et qui a pour but de transformer un petit peu cet engin flottant. Donc, le projet InnovFad, c'est un projet qui est porté par l'Institut de recherche pour le développement, en partenariat avec l'Organisation des producteurs de thon congelé surgelé hors thon gel, cofinancé par le FEAMP, et là, au titre de la mesure 39, tout comme TEFIBio, mesure sur l'innovation en lien avec la conservation des espèces. Ce projet va nous être présenté par Mariana Tolotti, qui est chercheuse à l'IRD. Donc, avant de commencer directement sur InnovFad, on va avoir besoin d'un peu de contexte, et notamment autour des objets flottants, partie que j'ai, moi, pas détaillée, sur ces objets flottants qui, au final, ont permis par la suite aux pêcheurs de capturer ces différentes espèces. C'est bien ça, Mariana? Oui, merci pour l'introduction sur la pêche à la Seine, c'était très bien et j'ai beaucoup apprécié l'aspect de montrer qu'il n'y a pas que le thon, il y a des petits pélagiques aussi qui utilisent les mêmes engins. Que moi, personnellement, je ne travaille pas avec les petits pélagiques, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et pour entrer dans les thématiques de DCP, en gros, c'est pas comme tu avais bien dit, Alexandre, c'est pas exactement un engin de pêche, c'est plutôt un outil qu'on utilise pour faciliter les captures. Et cet outil, il est plutôt utilisé dans les pêcheries du thon tropical, donc c'est-à-dire les thons jaunes, les thons patudo et les listao, qui sont des espèces de thon tropicales.
Et en fait, il faut savoir que de nombreuses espèces de poissons pélagiques, donc de toutes les tailles, y compris les thons, ils s'associent à des objets qui flottent dans la mer, par exemple des billes de bois ou n'importe quoi. Donc ça, c'est un comportement qui existe dans la nature et que pendant des siècles, en fait, les pêcheurs ont utilisé de ce comportement pour pêcher autour de ces objets flottants. Et c'est comme ça que la pêcherie a commencé. Après, quand on parle de la Seine spécifiquement, le développement d'utilisation de DCP dans cette pêcherie, c'était similaire. Au début, les pêcheurs pêchaient toujours à des objets flottants depuis le développement de la pêcherie. Et progressivement, surtout vers les années 90, j'ai envie de dire, oui, voilà, on voit bien dans la ligne de temps, les pêcheurs ont commencé à fabriquer leur propre DCP. Et c'est ça qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Et cette utilisation, elle a quand même beaucoup explosé. Elle a devenu les moyens de pêche majoritaires, surtout avec un développement méthodologique. En fait, les DCP, ils sont maintenant déployés en combinaison avec une bouée échosondeur. Et cette bouée, globalement, elle donne la position GPS du DCP. Et en même temps, elle estime la biomasse de thon qui est associée au DCP. Donc, avant d'y aller dans les DCP, les bateaux peuvent déjà savoir où est-ce qu'il est. Donc, ils tracent directement leur chemin vers les DCP. Et aussi, ils ont une estimation de est-ce qu'il y a beaucoup de thon, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de thon. Et du coup, ça a permis que cette méthode de pêche, il a vraiment augmenté surtout depuis les années 2000-2007. C'est là où on voit une grande explosion de l'utilisation de cette méthode de pêche. Du coup, aujourd'hui, on peut dire que presque la moitié des thons pêchés dans tous les océans viennent des thons qui ont été associés à des DCP. Donc, les professionnels eux-mêmes innovent et transforment une bille de bois en un engin toujours plus informatif pour savoir comment pêcher mieux et de manière plus sélective les bancs de thon, en fait. Oui, exactement. Et donc, ce développement de la technologie, ça amène un certain nombre de questions et notamment, ça vous permet, vous, IRD, de développer des partenariats, notamment un partenariat assez historique avec Orthongel, qui est cette organisation de producteurs des thons, pour développer et innover, pour améliorer constamment ces techniques de pêche. Et donc là, notamment avec le projet InnoFad, mais vous portez bon nombre de projets en lien avec cette pêcherie. Celui-là n'en est qu'un éclairage. Et lui, il s'attaque réellement à comment revisiter le DCP, ou en tout cas comment en faire un engin 2.0 pour pallier à toutes les problématiques qu'il pose. Donc, est-ce que tu peux nous faire un point rapide sur comment est né ce projet InnoFad? Alors, tu nous l'as un peu expliqué, hein, les grandes problématiques des DCP, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer ça, comment il est né et quelles sont les grandes problématiques auxquelles va s'attaquer ce projet? Donc, en gros, on a vu que voilà, aujourd'hui, les DCP, c'est un outil de pêche majeur qui est utilisé partout. Et cette augmentation exponentielle de l'utilisation de DCP qui sont déployés dans la mer, ils viennent aussi avec des impacts négatifs potentiels. Et là, j'ai pu citer les principales. Par exemple, il y a des impacts sur les stocks de thon en soi, parce qu'en fait, il augmente la capturabilité des thons et du coup, ça peut poser un impact ça peut favoriser la surpêche si ce n'est pas bien géré. Donc, on peut imaginer, c'est plus facile de pêcher des thons qui sont associés à un DCP où on connaît la position et la biomasse que d'aller chercher des bancs libres. Donc là, c'est des soucis potentiels qui doivent être investigués. Il y a aussi la question écologique parce que quand on déploie des milliers et des milliers de DCP dans l'eau, essentiellement, on va modifier l'habitat. Et là, on ne sait pas si ça peut causer des changements migratoires, par exemple, dans des thons et d'autres espèces aussi. Du coup, on se pose des questions là-dessus. Et il y a aussi la question dont on t'a parlé brièvement, c'est la question des prises accessoires. Quand on pêche sur les bancs libres, essentiellement, on a des bancs qui sont monospécifiques, il n'y a pratiquement que les thons et il n'y a vraiment pas de prise accessoire. Mais comme on a vu avec les DCP, il n'y a pas que les thons qui ont ce comportement associatif et quand on pêche sur des DCP, on pêche aussi d'autres espèces qui ne sont pas ciblées par la pêche et surtout des espèces sensibles.
qui ont une écologie faible et qui ne supportent pas une pression de pêche élevée. Surtout, voilà, les espèces de requins, comme les requins-baleines et les requins pélagiques. L'espèce principalement capturée dans les tropiques par cette pêcherie, c'est les requins soyaux et aussi les requins océaniques à pointe blanche. Donc là, c'est une problématique qui est beaucoup débattue déjà et notre projet, il s'insère là-dessus. Et en dernier, qu'il faut dire aussi, c'est la question de la pollution. Parce que je ne sais pas si c'était clair quand on a commencé à parler des DCP. Une fois que ces DCP sont déployés, ils flottent à la mer librement. Et quand ils sortent de la zone de pêche, ils sont perdus et les bateaux, ils ne vont pas aller récupérer ces DCP qui vont dériver très, très loin. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'ils sortent de la zone de pêche, ils deviennent des déchets, de la pollution. Ils sont constitués majoritairement de matériaux qui ne sont pas biodégradables. Une grande partie de ces DCP, on va dire environ 20%, je pense qu'on va avoir ça en plus de détails après, mais ils peuvent aussi s'échouer, ça veut dire qu'ils vont arriver dans des zones côtières qui peuvent être fragiles, comme par exemple des récifs coralliens, et causer des dommages. Et celles qui ne s'échouent pas, ils vont couler, ils vont continuer à être de la pollution dans l'océan. Et du coup, les projets InnoFad, ils veulent vraiment se focaliser dans ces deux dernières problématiques. Et c'était, comme tu as dit, un projet bien construit avec la filière, avec la participation d'Ortangel et aussi des pêcheurs, un partenariat qui existe peut-être une vingtaine d'années, voire plus. Voilà, et les projets, voilà, ils se focalisent sur ces deux volets, c'est réduire les impacts sur les requins, donc réduire les captures de requins, et aussi la pollution et l'échouage. Et on a plusieurs actions dans ces projets, mais dans chaque volet, on a des développements technologiques qui on va se focaliser aujourd'hui, et on va parler un petit peu plus des suites, je pense. Ouais, ok. Oui, donc en fait, le DCP, il a quand même beaucoup d'atouts pour les professionnels, parce que cette concentration, cette agrégation des poissons, ça facilite quand même beaucoup de travail. Ça permet d'être plus sélectif, entre guillemets, mais pour ça, il va falloir faire évoluer ces billes de bois au travers de différents dispositifs. Là, tu vas nous en présenter en final, deux dispositifs flottants qui permettent vraiment de répondre à ces problématiques. Donc, le premier, c'est cette bouée flottante, là, autonome, équipée de panneaux solaires et de caméras qui semble être un petit peu l'œil de la mer et qui va permettre d'identifier un petit peu ce qu'il y a en dessous et d'envoyer de l'information en temps réel, je ne sais pas, mais d'envoyer de l'information aux scientifiques comme aux professionnels pour leur donner encore plus d'informations que ce que peut donner un sonar quand il voulait identifier les bancs. C'est bien ça? Oui, en fait, du coup, cet développement technologique, on va l'appeler la bouée requin. C'est un des volets du projet. L'idée, c'est justement une bouée autonome qu'on peut attacher au DCP, comme par exemple les bouées au consommateur d'eau, et qui est équipée des panneaux solaires pour qu'elle soit autonome, batterie rechargeable, etc., et des caméras qui vont surveiller ce qui est en dessous du DCP pour pouvoir nous dire s'il y a du requin et combien il y en a. Parce qu'en fait, la bouée consommateur d'eau qui mesure la biomasse, elle n'est pas vraiment capable de nous indiquer s'il y a de requins présents ou pas. Parce que en termes de biomasse, il faut quand même dire que les requins sont une toute petite minorité et en plus, ils n'ont pas de vessie natatoire et du coup, les bouées consommateurs déjà dans les marchés ne sont pas capables de faire ça. Donc, l'idée est d'avoir une autre bouée avec des caméras qui sont capables vraiment de visualiser ce requin. Et ce qu'on a fait, on a conçu cette idée depuis les débuts avec les développements en deux parties, donc la partie hardware, donc c'est là la bouée physique dans un format qui peut être utilisé et aussi la partie software dans le logiciel. Et pour ça, on a utilisé les algorithmes d'apprentissage. Donc, juste pour mentionner que pour la partie hardware, il fallait penser dans l'autonomie électrique, il fallait considérer les tailles de batterie, des panneaux solaires pour les recharger, la flottaison pour que ça marche bien, la résolution et comment on dispose ces caméras pour qu'elles aient vraiment une vision en 360 degrés et qu'ils puissent détecter tous les requins qui sont à bord.
Et pour la partie logicielle, je vais parler de l'apprentissage, mais juste avant aussi, il faut penser qu'il y a à la partie programmation. Si on filme tout le temps, la batterie, elle va pas tenir. Donc, du coup, il avait un choix d'échantillonnage, comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on programme pour que tout soit cohérent, quoi. Oui, pour reformuler, c'est vrai parce que on n'est pas rentré en détail sur ces échosondeurs et pour tout le monde. Échosondeurs, sonars, toutes ces choses-là, c'est des choses qui travaillent sur les ondes acoustiques, donc on envoie du son dans l'eau et en fonction du retour des ondes, on arrive à savoir ce qu'il y a dans l'eau. Mais généralement, on connaît des quantités et de là à identifier les espèces, c'est encore plus compliqué. Et comme tu disais, les espèces marines sont dotées d'une vessie natatoire qui leur permet de se déplacer dans la colonne d'eau pour monter et descendre en fonction de s'ils mettent de l'air dedans ou s'ils expulsent l'air. Les requins n'en sont pas pourvus et il se trouve qu'au bouée échosondeur, c'est ça qui sort le mieux. Donc, c'est pour ça que là, l'acoustique marchant moins bien, vous avez décidé de passer à l'œil, entre guillemets, avec ces caméras. Et pour nos aficionados, la version 1 du webinaire travaillait sur l'innovation autour des chaluts et notamment le projet Game of Thrones avec l'équipe d'Ifremer Lorient qui travaille également un petit peu avec une intelligence artificielle qui elle a pour but d'identifier et compter les poissons à l'entrée d'un chalut. Donc là, c'est à peu près la même chose. En fait, vous faites visionner à votre intelligence artificielle, vous lui expliquez à quoi ressemble un requin sous toutes les coutures, et après, elle s'attelle à essayer de compter et de vous rendre un petit peu compte de ce qu'elle voit. Bah oui, c'est exactement ça. Du coup, la partie logicielle, les softwares, ils commencent avec une base d'images annotées. Donc, ça veut dire quoi? On a eu quelqu'un, c'était surtout l'aide des stagiaires, donc il faut le dire. On a une image, on fait un rectangle et on dit, voilà, ça c'est un requin. Et il faut une base la plus grande possible. Et avec ça, on donne toutes ces informations-là à l'algorithme et lui, il va apprendre à reconnaître toute seule qu'est-ce que c'est un requin et voilà. Et on a commencé avec ça et c'est une partie standard, basique dans les développements d'intelligence artificielle à travers de l'apprentissage. Et donc la question qui suit, elle sait compter cette bouée finalement ou elle est encore en apprentissage? Oui, honnêtement, elle sait compter très bien et même pour moi, c'était une surprise. Je ne m'attendais pas voilà, à une réponse aussi bonne parce qu'au début, notre base à noter, elle n'était pas énorme et surtout, il faut des images dans des conditions réelles et finalement, voilà, même si on avait beaucoup 2 heures de vidéo, etc., au départ, on n'était pas sûr si c'était suffisant. Après, on a vu aussi que c'était important aussi d'identifier ce qui n'était pas requin, qu'est-ce que c'était poisson, parce que du coup, ça donnait une information de plus à l'intelligence. Mais finalement, voilà, on a un taux d'identification qui est très, très bon. On a commencé d'abord pour un test un peu un aquarium, c'était à l'aquarium de Montpellier, qui avait déjà donné des bons résultats. Et on a pu déjà aussi faire un premier test dans conditions réelles, vraiment, dans les photos que vous voyez dans la diapo. C'était fait au large des Seychelles en avril de cette année, où on est allé chercher des DCP, on a attaché la bouée au DCP. Et d'abord, on a eu des plongeurs qui sont allés dans l'eau pour compter combien de requins il avait autour. Et après, on a vu qu'est-ce que la bouée a pu faire et on a comparé les 2 résultats. Et il y a une corrélation super significative, même si parfois les chiffres, il n'est pas exact, mais la corrélation, elle est exacte. Donc, ça veut dire même s'il rate 2 et 3 requins, mais si ça, c'est un erreur consistant, on peut toujours utiliser un petit coefficient de correction et les résultats sont assez prometteurs. D'accord. Donc la suite, typiquement pour ce genre de dispositif, c'est après comment communiquer avec l'équipage à bord pour que eux ils sachent si oui ou non il faut ou ne pas aller pour éviter les captures non désirées en fait. Oui, l'idée qu'on imagine, c'est justement ça. Imagine que tous les DCP sont équipés avec ça et cette information, elle est envoyée via satellite en temps réel. Donc, juste en résumé, la façon dont on l'a programmé, à chaque heure, on va avoir un nombre max de requins identifiés, en gros. Et avec cette information en temps réel, on peut identifier en fait des zones qui, en ces moments, ont une forte incidence de requins et ça veut dire qu'il vaut mieux éviter. Et ça peut être communiqué au sein de tous les bateaux qui sont autour. Et comme ça, on peut vraiment réduire les pêches indésirables de requins.
D'accord. Donc ça c'est la première version de la revisite du DCP, du futur, DCP collé à sa bouée autonome. La deuxième version, qui est beaucoup plus surprenante, et je vais la montrer, après on passe à la slide d'avant, c'est cette planche de surf, belle planche de surf. Et donc en fait, quand vous me l'avez présenté au début, donc c'est un objet téléguidé. Ça paraît un peu fou comme ça. On est vraiment sur quelque chose qui paraît OK, on est en train d'inventer une bouée autonome qui sait compter. Maintenant, on veut un objet téléguidé. Mais en fait, pourquoi aller aussi loin dans l'innovation quand une bille de bois suffit? Ben, comme on avait dit en introduction, un des impacts principaux de l'utilisation de DCP, c'est la question de la pollution marine et les échouages, parce que essentiellement, on déploie ces DCP à l'eau et après, quand ils sortent de la zone de pêche, ils sont perdus, ils deviennent de la pollution. Du coup, même si ça paraît un peu fou et innovant, mais si on réfléchit un petit peu, la première chose qui vient en tête, bah, ici, on ne les perd pas en fait. Et s'ils ne deviennent pas de la pollution, ici, on les garde tout le temps dans la zone de pêche. Du coup, c'est de là qui vient cette idée du DCP qu'on appelle DCP drone, parce que voilà, c'est un DCP dont sa trajectoire peut être contrôlable. Et du coup, avec une innovation, on peut tacler les deux soucis. Donc, du coup, la pollution, parce que s'il ne sépare pas, il consiste pas de pollution. Et s'il est toujours dans la zone de pêche, il ne va pas s'échouer dans les zones sensibles, en gros. Et on avait touché rapidement dans l'introduction, mais juste pour vous rappeler, en termes d'échouage, en fait, c'est énorme. 20% des CDCP, ils s'échouent, et la grosse majorité dans des zones sensibles comme des récifs coralliens. Oui, et en plus, quand on dit 20%, on ne parle pas d'une dizaine de DCP, tout navire confondu sur toutes les flottes du monde entier dans les océans, ça fait un nombre assez important de DCP. Oui. C'est Ouais. ça, c'est des milliers. Enfin, je pense qu'au début, on avait touché, mais la flottille française peut-être doit déployer, en fait, déployer, parce que c'est difficile d'estimer les nombres exacts de DCP qu'on a à l'eau, parce qu'une fois qu'il sort de la zone de pêche, on n'a plus l'information des bouées, parce que ça, à cause des limites qui sont imposées, les signaux de la bouée va être éteint. Et après, si ça coule, on ne sait pas. Du coup, dans un moment donné, voilà, on a quand même des chiffres assez importants. Donc là, vous êtes en plein développement sur cette magnifique planche de surf. Mais donc vraiment, son but, c'est d'être à même de pouvoir soit se déplacer toute seule et se corriger pour revenir, soit que le pêcheur ou vous, scientifique, puissiez le téléguider. Oui, voilà, elle est beaucoup moins avancée que la bouée requin qu'on a vu tout à l'heure. Mais l'idée, c'est ça. Donc, déjà, on peut l'envoyer des coordonnées de position pour lui dire, OK, va à cette position. Et du coup, comme ça, on peut maintenir ses DCP dans la zone de pêche. Et aussi, en fait, d'avoir la topographie de l'océan. Et quand la bouée détecte les fonds, donc ça veut dire que ça s'approche des zones côtières, qu'elle fasse demi-tour. En gros. OK. Donc là, c'est work in progress. À voir si on finira par pêcher le thon avec ces DCP eux-mêmes équipés de bouées autonomes, tout ça pour une pêche encore moins impactante. Là, Mais bon. Ouais. Là, pour l'instant, on a déjà fait un petit test sous les logiciels ici dans les temps des temps et ça a plutôt bien marché. On lui a dit d'aller dans telle et telle direction et il est allé, c'était très bien. Après, bien sûr, l'océan, c'est pas les temps des temps. Donc, il faut bien tester ça à conditions un peu plus réelles. Ce qu'on va faire l'année prochaine, on va avoir une campagne mer normalement à bord d'un tonneau senior où on va pouvoir tester ça. OK, super. Que des avancées très encourageantes là-dessus. Et pour finir, c'est un peu en dehors du cadre d'InnovFad, mais ça fait toujours partie de la nébuleuse de projets, si je peux l'appeler comme ça, que vous menez en partenariat avec les tonniers seineurs. Donc ça, c'est un autre projet qui a pour but de répondre toujours à cette problématique de la pollution en innovant d'une autre manière. Moins d'électronique, toujours de l'innovation, mais moins d'électronique et donc des coûts un peu plus faibles pour répondre à cette problématique de la pollution. C'est un projet qui s'appelle le projet BioFad et c'est le DCP biodégradable en somme.
Oui, c'est ça. Ça, c'était un gros projet d'où on a fait des tests en large échelle dans l'océan Indien avec un partenariat avec la filière française et aussi espagnole. Et là, c'était justement un projet qui a essayé de remplacer quelques parties du DCP par des matériaux biodégradables. Donc, surtout la partie qui couvre les radeaux de DCP, c'est la partie flottante qui, normalement, avant, c'était utiliser des vieux bouts de filet, etc., donc plutôt plastique. Et là, on a remplacé par une toile en coton. Et le DCP aussi, pour l'ancrer dans la colonne d'eau pour qu'il dérive avec les courants et pas avec les vents. Donc, on a normalement une traîne submergée qui est assez longue, ça peut atteindre jusqu'à 70 mètres de profondeur. Et là, on a remplacé pour des cordages aussi en coton qui étaient imbibés par des cires. Et on a fait des tests en large échelle dans l'océan Indien en déployant en même temps un DCP conventionnel et ce DCP biodégradable, déjà pour voir si ça pêchait pareil. Et là, les résultats étaient sans doute oui, ça pêche pareil, on voit parfois dans quelques coups de pêche plus. Du coup, c'était un projet assez intéressant. Par contre, il y a eu bien sûr des choses qui n'ont pas si marché comme on attendait. Surtout, cette toile en coton, elle s'est dégradée plus vite que ce qui a été désirable, surtout par les pêcheurs. Parce qu'en fait, cette matériel est en surface. Du coup, il subit les vents, les soleils, la pression des courants et il s'est dégradé vite. Mais à la fin de ces projets, d'autres initiatives sont déjà mises en place pour construire en dessous de ces projets. J'ai mentionné vite fait, il y a un projet qui s'appelle Jellyfad où maintenant un DCP a été projeté avec des océanographes pour essayer justement un design qui va moins subir ces résistances de l'environnement. Déjà, il est pas dans la surface, il est en subsurface et aussi il est dans un format un peu comme un cube en fait et qui permet qu'il subit moins de résistance. Et donc voilà, c'est un projet qui est en cours et qui continue pour aller dans cette voie. Parce que l'idée de notre DCP drone, elle est vraiment géniale, mais c'est un type de développement qui prend du temps. Et on a besoin de réponses plus immédiates. Et le remplacement des plastiques pour les matériaux biodégradables, on peut faire ça plus rapidement parce qu'on a déjà plein de choses qui ont été déjà faites. D'accord. Et ce côté biodégradable, ça entre un peu en résonance avec le projet précédent. Et en fait, on voit que les équipes, les protocoles sont similaires. Hein. On prend les projets, le biodégradable, le conventionnel, et on finit par comparer. Et ce qui est encourageant, c'est que quel que soit le projet, généralement, la réponse est plutôt positive. Donc, ça tend à se dire qu'il faut aller vers cette voie. Donc, si on en revient rapidement à InnovFad, maintenant, c'est ce que tu nous disais, hein, mais la suite la suite de l'histoire, c'est optimiser cette bouée autonome et réellement finir de développer ce prototype de DCP drone. Oui, c'est ça. Et je cite juste rapidement, parce que j'ai parlé au début qu'on avait, dans ces projets, on a plusieurs actions. Et donc, dans les volets pour réduire les captures de requins, un des choses qu'on a établies, qu'on a testé, on a fait un partenariat avec les pêcheurs. En fait, ça paraît un peu lent, mais c'est une méthode c'est assez efficace. Du coup, une fois que la scène est fermée, pas encore mise en poche, mais juste fermée et les bâtons est en sécurité. En fait, c'est avec une ligne à main et une canne à pêche, aller pêcher les requins qui sont dans la Seine et les relâcher dehors. Et on a fait des tests avec des scientifiques qui pêchaient, après avec les propres pêcheurs qui pêchaient, etc. Et là, on a vu qu'on a pu sauver au moins 30% de requins qui étaient... et c'était pas mal et on trouve que c'est une méthode à garder parce qu'il faut dire que les solutions pour la durabilité de cette pêcherie, ça ne va pas venir d'une seule solution. Il faut vraiment penser à plusieurs solutions et les combiner. Et comme ça, on va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapidement. Et dans les parties pour réduire la pollution et les échouages, on a fait aussi beaucoup d'analyse des données de ces bouées consommateurs. On a pu identifier des zones et des époques de l'année à éviter les déploiements et ça réduit quand même pas mal les échouages. Donc, j'ai donné un exemple. En avril, on évite la zone nord-ouest de Seychelles. Si on ne déploie pas là-bas à cause de mouvements de courant, ça veut dire qu'on va avoir moins d'échouages. Du coup, c'est des choses pratiques à faire.
et qui peuvent être mises en place tout de suite et qui vont aider cette problématique. On a aussi investigué la possibilité d'aller récupérer des DCP qui s'échouent, notamment en identifiant les zones d'arrivage de DCP qui sont proches des gros ports de pêche. Et du coup, ça pourrait que la filière organise des moyens d'aller récupérer les DCP une fois qu'ils s'approchent. Et du coup, ça enlève la pollution de la mer et ça évite l'échouage. C'était aussi un volet qu'on a investigué ou qu'on a eu de bons résultats potentiels. Donc vraiment, enfin, un complexe de recherche très, très global pour permettre à cette pêcherie d'améliorer ses pratiques. Merci beaucoup. Merci avec ce projet de nous avoir montré que un simple objet flottant, ça peut se transformer en une véritable station scientifique de recueil d'informations pour aussi bien étudier l'environnement et la manière de pêcher et être toujours moins impactant sur les espèces non ciblées. Et de nous permettre même de toucher du doigt le fait que cette station d'observation passive avec la bouée autonome pourrait presque même devenir un jour une station d'observation active, qui sait, pour permettre vraiment d'aller toujours plus loin. Donc on s'est emporté sur les timings, ou plutôt moi, hein, mais on avance tranquillement. Je vois qu'on est bientôt à la fin de ce que vous avez annoncé comme agenda. Donc, je vais me tourner tout de suite vers Hélène et vers les questions. Oui, alors, effectivement, il y a quelques questions. Partie a été répondue déjà par Vianney, qui a été très, très, très prolifique, mais on peut quand même les reprendre pour les plus intéressantes d'entre elles, où on prend toutes les questions. Oui, pour faire vite, effectivement, sur les questions auxquelles Vianney a déjà répondu, et pour reprendre un peu les thématiques de questions abordées sur TEFI-Bio, on vous a questionné pas mal sur les histoires de coûts de ces nouveaux matériaux, sur la composition, sur la capturabilité. Donc, je reviens sur les réponses qui ont déjà été données, mais évidemment, Solène, Marie-Christine, je vous laisse compléter. Mais sur la question de la durée d'utilisation de ce nouveau filet, donc a priori, pas de différence avec un filet classique. Les pêcheurs l'utilisent le même temps. En termes de coûts, évidemment, pour l'instant, on reste sur notre fin. Donc, évidemment, au niveau prototype, c'est des engins qui coûtent relativement cher, mais le but du jeu sera évidemment d'en avoir un coût plus réduit à une phase plus industrielle. La question de la composition, donc des filets biosourcés qui peuvent être intégrés, en tout cas pour la nappe, évidemment, qui est composée de matériel biodégradable qui pourra s'intégrer à tous les composts. Néanmoins, sur ces questions de composition, on nous demande un peu quel est le pourcentage de matières biosourcées, l'origine de ces matières biosourcées aussi. Voilà, si vous avez des détails un peu sur ce point-là. Alors du coup, il y a Seabird qui est là, donc le bureau d'études qui fait la formulation et qui suit la fabrication des filets. Et je pense donc que Reynald, qui représente Seabird, peut donner une réponse beaucoup plus pointue, beaucoup plus précise sur ça, si d'accord pour toi, Reynald. Oui, pas de souci. Bonjour à tous. Donc, concernant le pourcentage de biosourcé du filet actuel, on est à plus de 35% de pourcentage biosourcé, parce qu'il faut bien faire la différence entre biosourcé et biodégradable. Donc on est à plus de 35% biosourcé, mais on est 100% biodégradable et donc 100% compostable au vu des résultats. Voilà. Ce pourcentage biosourcé en fait fait partie de matières végétales et non fossiles. Ok, merci beaucoup. Alors, en termes d'impact, alors que je vous redonne les questions, ces filets ont-ils été évalués au regard de leurs interactions avec les espèces Natura 2000 dans le cadre des analyses risque-pêche? Et notamment, on a deux questions sur les captures accidentelles, alors des cétacés notamment. Est-ce que ce filet TEFI-Bio peut être une réponse pour prévenir les captures de cétacés? Et surtout, est-ce qu'ils peuvent accueillir le même type de dispositif d'évitement qu'on peut mettre sur des filets classiques, notamment des LED, de la maille colorée, des répulsifs acoustiques, ce genre de choses? Alors, ce n'était pas le but du tout de la démarche. Comme on l'a vu, on était plutôt sur de la gestion des déchets. Donc non, ça n'a pas du tout été évalué au regard des analyses risque-pêche. Par contre, je sais que les collègues de la mer d'Iroise voudraient essayer, alors maintenant qu'on sait qu'il est à peu près pêchant, voudraient l'essayer dans ce sens-là. Donc, ça sera testé, mais ce n'est pas un filet qui sera produit pour pallier à ce genre de soucis. Ça réglera la pêche fantôme, puisque, comme on l'a vu, le filet perd de son intégrité au bout d'un moment immergé. Donc, pour ça, il n'y aura pas de souci.
Mais par contre, non, on n'a pas testé le reste. Mais ça peut également, pour répondre à la deuxième question, ça peut accueillir tout type de dispositif comme un filet conventionnel, bien entendu. Et une dernière question, sauf s'il y en a d'autres qui viennent. Alors, la question, la personne pourra peut-être préciser si je suis à côté de la plaque ou non. Je pense que ça parle de capturabilité, mais est-ce que il y a eu moins de capture au moment des essais parce que les filets étaient abîmés ou à cause du temps? Est-ce que vous avez des réponses à ces questions? Alors, non, ce n'était pas du tout au niveau de l'intégrité de la nappe, c'était au niveau vraiment des conditions météo avec les conditions en mer quand elles étaient moins bonnes. Le pêcheur a observé qu'il y avait moins de pêche. Donc, c'est encore des résultats qui sont vraiment en cours. Donc, pour l'instant, on n'a pas pu analyser strictement ces données-là. Mais lui, il a ce ressenti-là et de par son expérience, il a ce ressenti-là. On voit une différence en fonction de la météo. Donc là, vraiment condition météo et pas condition du filet. Merci beaucoup. Je reste quand même avec vous, Solène et Marie-Christine. Une question à nouveau. Au niveau de la collecte pour la valorisation des filets, est-ce que vous avez un circuit pour pouvoir gérer la partie de transport? Alors oui, au niveau de la filière, il y a un circuit qui a été identifié avec des transporteurs et c'est un circuit qui est intégré aussi au coût de cette filière de valorisation. En sachant que dans tous les cas, il y a aussi un coût de transport lorsqu'il s'agit de la filière conventionnelle, puisqu'on a quand même un transport de la structure port jusqu'à la structure d'élimination des filets conventionnels. Donc, il y a une partie de transport qui est le même que sur la filière conventionnelle ou la filière biodégradable. Mais c'est pris en compte. Ok, merci beaucoup. Je reviens vers vous s'il y a d'autres questions sur Tefibio, mais pour l'instant, on a épuisé ce stock. Donc, Mariana, je vais me tourner vers vous pour rebondir sur InnovFad. Alors, une première question, est-ce que vous utilisez les données collectées dans le cadre de ce projet pour analyser le comportement des requins? Donc, on est moins pêche plutôt que biologie des requins, mais... Oui, en fait, surtout dans l'action que je parlais tout à l'heure, où on va pêcher les requins dans la Seine et les relâcher dehors, on met des marques électroniques déjà pour vérifier qu'ils ont bien survécu la manip, etc. Et avec ces données, ça vient aussi des données de comportement. On peut savoir où ces requins sont allés et en combinaison avec d'autres projets, on étudie pas mal aussi les comportements de requins. Même si ce n'est pas un objectif direct de ces projets, mais on récolte des données avec cet objectif-là. Et une deuxième question aussi sur le comportement des requins. Pas seulement, mais là, pour les DCP, on nous demande, est-ce que vous travaillez avec l'ISSF qui, je crois, travaille pas mal sur les projets de conservation de thon et notamment, est-ce que vous pensez que les bateaux n'iront pas pêcher si effectivement la présence de requins est confirmée? Ça, j'imagine que c'est... si les professionnels travaillent avec vous, le but du jeu, c'est quand même d'apporter des réponses concrètes à leurs problématiques. C'est une question très intéressante et très pertinente aussi. Du coup, sur la première partie, oui, on travaille beaucoup avec la SSF. Je vais dire, International Seafood Sustainability Foundation. C'est une ONG qui travaille surtout sur les pêches thonières tropicales et beaucoup accès à la Seine et qui nous aide dans des actions, surtout dans les actions de terrain, dans les supports d'organisation de campagnes en mer, etc. Et pour la deuxième partie de la question, en gros, il faut dire quand même que les pêcheurs, ils ne veulent pas pêcher ces requins-là. Dans la pêche à la Seine, tous les requins qui sont pêchés, ils sont relâchés. Et pour faire ça, c'est dangereux. Imaginez manipuler un requin, etc. Donc, quand on arrive dans un DCP où on a une dizaine de requins, c'est vraiment pas une chose agréable pour l'équipage. Mais même si à la fin, si on a, je ne sais pas, 200 tonnes de thon, on va vouloir quand même pêcher les thons. Du coup, c'est un équilibre. Et dès qu'il n'y a pas vraiment des mesures, par exemple, on dit, la limite, il faut une limite de tel nombre de requins par bateau par an. S'il n'y a pas une limite comme ça, c'est vrai que l'incentive de n'aller pas pêcher, même sachant qu'il y a beaucoup de requins dans la zone, il est un peu réduit.
Mais la bouée, c'est un développement technologique et on regarde aussi dans les futurs parce que la sensibilisation de la population au danger de ces espèces sensibles à la pêche, elle devient de plus en plus élevée et c'est important d'avoir des outils pour résoudre les problèmes et ce qu'on fait maintenant. Donc, même si aujourd'hui, si on pose la question, si vous savez qu'il y a 50 requins associés, mais en même temps 300 tonnes de thon, est-ce que vous allez pêcher ou pas? Peut-être qu'ils vont dire oui, on va y pêcher quand même aujourd'hui, mais dans quelques années, on ne sait pas. Donc, on trouve que c'est important de quand même avoir un outil qui permettrait de solutionner ce problème. Merci beaucoup. Et je profite, alors là, bon, a priori, on n'a plus de questions, mais moi, je profite d'avoir la parole pour vous en poser aussi de mon côté. Donc, Mariana, est-ce que la bouée, elle a été entraînée sur d'autres espèces? Vous avez parlé beaucoup de requins. Est-ce qu'elle a été entraînée sur d'autres espèces comme les tortues, par exemple, ou sur les thons juvéniles, par exemple? Parce qu'on sait que ça peut aussi être un problème que de pêcher des thons qui soient trop petits. Non, en fait, cette logiciel qu'on a développé pour cette bouée spécifique, elle était vraiment focalisée sur les requins. On a quand même, dans la base à noter que j'expliquais dans la présentation, on a quand même identifié d'autres espèces de poissons qui sont autour pour que la bouée sache, parce que quand on a fait les premiers essais, on voyait que parfois, par exemple, un poisson qui n'était pas un thon, un coryphène, il parfois disait que c'était un thon. Du coup, on a vu que c'était important de dire à bouée que ça, c'était des poissons. Et il faut imaginer l'environnement autour d'un DCP parce que les thons, en fait, ils sont normalement plus en profondeur que ces espèces-là, les requins et les autres espèces de poissons. Du coup, les caméras, elles ne voient pas vraiment les thons, en gros. Du coup, voilà, l'apprentissage, elle était vraiment sur les thons et sur d'autres espèces de poissons qui sont dans les mêmes profondeurs de la colonne d'eau. Et on n'avait pas beaucoup d'images de tortues pour pouvoir vraiment annoter à la base de données. D'accord. Et en termes de dispositifs répulsifs aussi sur les requins, on sait qu'on nous a déjà présenté dans d'autres projets, notamment sur la pêcherie de thon rouge, qu'on est capable de mettre des répulsifs à requins avec des ondes sur les lignes à thon rouge. Est-ce que c'est aussi une option possible sur le DCP? Oui, c'est une option possible. Moi, personnellement, avec notre équipe, on n'a jamais investigué ça. Mais au début, on avait réfléchi à des choses comme ça et même un peu les contraires parce que les problèmes avec les DCP, c'est que vous avez vu dans l'image, les bancs de thon, ils sont énormes et les filets, il est gigantesque. Du coup, les pouvoirs répulsifs, il faut que ça soit vraiment assez important pour que les requins soient loin suffisamment du DCP qu'il n'est pas chopé par la Seine. Du coup, c'est vraiment une difficulté à ce niveau-là. Et du coup, c'est pour ça, en ces moments, on a décidé de ne pas y aller vers ça. Merci beaucoup. Et une dernière question, mais ça va peut-être être la même difficulté que pour le projet précédent. Est-ce que vous avez une idée du surcoût de la bouée avec ces dispositifs? On n'a pas fait d'analyse de marché ou de commercialisation. Là, tout ce que vous avez vu, c'est vraiment un prototype. Du coup, dans ce projet, c'est une proof de concept, en gros, pour voir si l'idée marche et si on peut mettre en marche. Et ce n'est pas les prototypes qui sont prêts à être commercialisés. Voilà. Merci beaucoup. Merci on a épuisé à vous. le stock de questions. Un grand merci. Alexandre, je te repasse la parole. Merci. Merci à tous. Merci aux panélistes qui nous ont permis de montrer que ces projets qui ont le partenariat scientifique pêcheur comme ADN permettent de donner en tout cas de monter des projets ambitieux pour améliorer les pratiques de pêche, pour aller de l'avant. L'un comme l'autre, ce qu'on retient, c'est que c'est très encourageant, quand bien même c'est des preuves de concept. Les preuves sont là, donc il ne reste plus qu'à faire, entre guillemets. Comme vous le savez, d'une manière générale, hein, la base de toute bonne gestion est d'une ressource pérenne pour des produits de qualité et encore longtemps, c'est quand même l'acquisition de connaissances et une mise à jour des pratiques de pêche pour être toujours moins impactant. Et c'est ce qui fait que le soutien de ces projets est fortement important. Et des projets d'envergure sont donc nécessaires pour la bonne santé de la filière pêche, que ce soit de l'amont à l'aval, et continuer à avoir des étals toujours autant diversifiés
Voilà, ça touche à sa fin, on est presque dans les timings. Un grand merci d'abord à tous les participants, merci d'avoir répondu présent et merci aux panélistes, merci à Marie-Christine, Solène et Mariana de nous avoir présenté ce projet. Merci à vous. Et voilà, et je vais clôturer en remerciant aussi toute l'équipe FFP, notamment Léa et Emre qui m'ont accompagné pour finaliser ce webinaire. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle édition de ces webinaires sur d'autres thématiques. Merci à tous, bonne fin d'après-midi. Merci Au revoir, beaucoup. merci. Au revoir.